Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la finale du top 14. Alors oui, on est carrément un mois après la finale, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il a branlé pour mettre autant de temps à faire l'analyse, et je vais vous répondre. Déjà, premièrement, j'avais besoin de couper. Là, j'en pouvais plus, je sortais d'une saison assez fatigante dans mon boulot de journaliste sportif avec TV7. Les vidéos, ça me prend aussi pas mal de temps, et donc du coup, il me fallait que je coupe, que je parte en vacances. D'autant plus que j'avais des tournois de rugby à 5 avec mon équipe des poids plumes que vous pouvez suivre sur Instagram, et aussi une équipe pour le Rugby 5 Tonight de Bordeaux qu'on a composé avec le média Pause Rugby, notamment des anciens joueurs comme Camille Gérondeau ou Paul Quetlam. Bref, j'étais un petit peu occupé. Et après, je voulais faire les choses bien, je voulais faire une vraie analyse construite, donc j'ai pris le temps, j'ai analysé action par action, j'ai découpé, vous verrez, j'ai découpé des actions clés dans le match, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. Je sais, elle a beaucoup de retard, et je m'en excuse, mais elle est là. Enfin, dernière petite chose avant de commencer, j'imagine que vous connaissez la situation actuellement en Gironde. Moi, je suis girondin, ça me touche actuellement. Tout va bien, ma maison n'est absolument pas touchée par les incendies, je suis chez moi, je n'ai pas eu à bouger, mais par contre, j'ai dû accueillir des gens, tout ça. Donc, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à donner sur la cagnotte que je mets notamment aux sapeurs-pompiers. Je mets une cagnotte pour leur donner plus de moyens parce qu'on sait qu'ils en manquent cruellement, et quand on voit les méga incendies de Gironde actuellement, on peut que constater qu'il manque de moyens. Donc je vous mets la cagnotte en description, et n'hésitez pas à donner si vous le pouvez, même 1 euro, ça suffirait et ça serait vraiment grandiose. Mais bref, repassons à la vidéo avec du coup l'analyse de la finale. Bon, du coup, Toulouse est allé chercher son 4e bouclier de Brennus d'affilée, et son 25e de son histoire. Mais comment? Pour ça, on va refaire un petit peu le fil du match, on va refaire un petit peu du coup les actions clés, d'abord en première mi-temps, puis en seconde, on va faire vraiment la trame, on va suivre vraiment de manière chronologique ce qui s'est passé. Le match, déjà, il a démarré en leur faveur, avec déjà un premier essai dès la 6e minute inscrit par Peato Movaca. D'ailleurs, pour l'analyser assez brièvement, du coup, ça part d'une touche aux alentours des 50 mètres. Et sachant que dans le match, il y avait déjà eu une première touche pour Toulouse dans les 22 mètres de Montpellier, qui avait été contrée par l'alignement montpelliérain quand ils étaient allés chercher Alexandre Roumat plutôt en fond de bloc. Donc Toulouse va s'adapter, et on sait très bien avec les joueurs qu'ils ont qu'ils peuvent s'adapter de manière très facile. Donc là, ils vont faire pareil, ils vont attendre un petit peu, avec notamment les deux plus gros dangers de l'alignement toulousain qui vont pas se rentrer tout de suite dans l'alignement. On peut voir Alexandre Roumat et Josh Brennan du coup qui mettent un peu de temps à arriver. La défense de Montpellier est concentrée sur eux, on voit très bien l'alignement montpelliérain qui ne regarde que Brennan et Roumat, et du coup dans les 5 mètres, il n'y a que ULSC qui est censé surveiller Peato Movaca, mais on se rend compte que personne ne surveille Dupont, puisque Ali Price est déjà sur l'extérieur pour anticiper une attaque sur le large de la part des Toulousains. Donc là, ils le voient, les Toulousains. Il y a une 2 magnifiquement jouée avec Antoine Dupont. Peato Movaca prend le ballon et se joue parfaitement de la défense, avec notamment Taofinoa qui était trop en retrait, qui pouvait pas intervenir, c'était trop compliqué. Le 2 contre 1 est parfaitement joué avec Peato Movaca, qui va se faire engueuler évidemment, vous le savez très bien, pour ne pas être allé sous les poteaux, mais en tout cas le match démarre parfaitement pour Toulouse. Et donc avec cet essai, ils vont du coup mettre la main sur le rythme du match, c'est un peu eux qui vont dicter ce qu'ils vont avoir envie de faire en début de rencontre. Montpellier va du coup essayer de jouer un peu à la Toulousaine, en ne prenant pas les points, mais en allant chercher des situations assez intéressantes pour marquer. Sauf que le problème, c'est que pendant les 23 premières minutes, ils vont faire ça, mais ils vont perdre quasiment tous leurs ballons proches de la ligne, ou du moins dans les 22 mètres toulousains. L'action la plus marquante, c'est l'action où il y a un petit chambrage de Verhaeghe après un ballon perdu par les Montpelliérains sur Mani Meafou, il y a 10 mètres de plus. Bref, en tout cas, c'était une munition au départ de la part des Montpelliérains qui malheureusement n'a pas été concrétisée. Et donc, à la 23e minute, ils vont se résigner à enfin prendre les points après du coup cette action un peu bizarre de Teddy Thomas qui a voulu retourner le gant de bébé. Heureusement qu'il l'a pas planté, sinon il aurait pris rouge. En tout cas, il y a une pénalité, et du coup, Miotti va marquer les 3 premiers points Montpelliérain. Donc on est à 7-3. Malheureusement, sur l'action qui suit, au retour, Toulouse va reprendre le ballon et va marquer 3 points. Donc en fait, Montpellier aura réduit le score pendant même pas 1 minute. Et quelques 4 minutes après, à la 29e, Miotti remet une pénalité. Donc on est à 10-6 à la 30e, score assez serré. Et c'est là qu'il va y avoir en fait la période charnière du match, avec clairement Toulouse qui va accélérer le jeu et qui va faire en sorte de gagner le match dès la 30e minute. Et ça commence déjà par les 2 essais de Movaca et Dupont. Et donc tout part d'une mêlée plutôt dans le camp de Montpellier,
à l'avantage de Toulouse. Bras cassés pour les Toulousains, évidemment c'est le principe d'une mêlée, tous les avants de Montpellier sont consommés et du coup vont mettre du temps à revenir en défense. Quand Toulouse, à l'inverse, veut mettre de la vitesse, Dupont joue rapidement et va trouver Choco Barès qui, avec sa puissance physique, va mobiliser plusieurs défenseurs. On peut voir notamment Domingo Miotti et Rosto Picardo qui étaient rentrés et qui a fait d'ailleurs un gros boulot en défense. On a les premiers avants du MHR qui vont se replacer, mais malheureusement ils vont devoir arrêter Mani Meafou qui lui aussi s'était replacé et qui arrive lancé et qui va mobiliser pas moins de 4 joueurs du MHR, et pas n'importe qui, tout simplement les meilleurs plaqueurs. À savoir toute la troisième ligne, Lenny Nouchi, Billy Vunipola et Alex Béconnier, plus Florian Verhaeghe. Quand les avants restants sont restés dans le fermé et ne sont pas repositionnés dans le sens du jeu, alors que les avants toulousains, eux, ont fait l'effort, puisque du coup, juste après Meafou, il y a un petit écart qui se crée, puisque les avants qui arrivent à se replacer vont coller le ruck, parce qu'on rappelle qu'il y a 4 joueurs de Montpellier qui sont mobilisés sur ce ruck pour Mani Meafou. Donc les avants qui restent vont mobiliser ce ruck et être très proches pour éviter qu'un pick and go se fasse. Sauf que le problème de ça, c'est qu'on a du coup Duguid et Nouchi qui s'étaient replacés après son plaquage manqué, qui vont trop coller le ruck et vont laisser un espace vide à 1 mètre du ruck. Et du coup, entre les deux avants, Duguid et Nouchi, et les 3 quarts, à savoir Kado et Taofifénois, il y a un petit espace que Movaka voit parfaitement. Il arrive lancé, Dupont le sert parfaitement, et là, c'est un essai imparable. Montpellier ne pouvait rien faire, et c'est dommage parce que vraiment, s'ils avaient été plus lucides en défense, ils auraient pu l'empêcher, je pense, cet essai. Donc là, à ce moment-là, on est à 17-6, Toulouse commence à faire un petit break à la 35e minute, et le problème, c'est que Toulouse va réaccélérer, parce que juste derrière, Domingo Miotti fait un renvoi directement en touche. Donc, évidemment, vous connaissez la règle, mêlée au centre pour Toulouse. Et donc là, on a 2 options. Soit on va jouer à droite, soit on va jouer à gauche. Sauf que là, forcément, les défenseurs montpelliérains sont obligés d'être en bascule, avoir des joueurs dans le second rideau, voire troisième rideau, puisque le 50-22 est possible. Donc, il y a forcément des surnombres à négocier pour les Toulousains. Et ils choisissent d'aller à gauche. On a un surnombre avec 4 joueurs toulousains pour 3 défenseurs montpelliérains. Là, ils vont pas réinventer le rugby. Ils nous habituent à des gestes de fou furieux, des combinaisons ultra travaillées du jeu debout. Là, pour le coup, c'est très simple. C'est une cut redoublée. C'est-à-dire qu'on va envoyer le ballon à Choco Barès. Et là, il a 3 options, Choco Barès. La première, c'est il garde. Il a un trou, il garde, il avance. La seconde, c'est il met à Pierre-Louis Barassi qui arrive proche de lui en cut dans l'intervalle. Et la troisième, c'est celle qui va être privilégiée, c'est de remettre dans son dos à Romain Ntamak puisque la défense a été mobilisée. C'est parfaitement le cas. Donc Romain Ntamak va chercher le bel. Le bel revient à l'intérieur car le surnombre n'est pas totalement effectif. Et là, après, on va essayer de resserrer un peu le pack de Montpellier qui se replaçait de la mêlée du centre. Donc on va faire 1 ou 2 cellules avec les gros. Et après, on écarte. Il faut splitter très très vite cette défense qui est pour le coup désorganisée. Donc on écarte. On se retrouve avec Roumat qui a un ballon en mode pivot, puisqu'il est le seul avant, il n'allait pas partir à l'aventure tout seul, et il va trouver dans son dos Romain Ntamak, qui là va avoir plusieurs options. D'abord, il peut donner à François Cross qui arrive en cut, mais bon, pareil, c'est comme pour Roumat, il n'y a que 2 avant, c'est pas la bonne option, donc il va aller chercher l'extérieur. Cross mobilise des défenseurs, et donc il va permettre à Blair Kinghorn de s'intercaler avec de la vitesse et chercher l'extérieur. Kinghorn perce, il remet à Teddy Thomas sur l'extérieur, qui lui accélère et remet en passe clocher pour Dupont pour le 3e essai de Toulouse et pour du coup un écart qui est très conséquent. On va tourner à 25-6 à la mi-temps, puisque derrière une pénalité sera inscrite et les Montpelliérains, ils n'arriveront pas à marquer. Et parce que durant cette période de la 30e à la 40e minute, Montpellier aura des ballons, notamment un dernier à négocier sur la toute dernière action de la première mi-temps, et cette action elle a fait un peu parler d'ailleurs, avec du coup un ballon qui va être gratté par Jack Willis, et selon moi, je dis bien selon moi, effectivement, j'aurais sifflé faute contre les Toulousains, non pas pour le grattage de Willis qui est excellent, mais pour Thibaut Flamand qui ne sortait pas assez vite de la zone pour moi et qui du coup a permis à Willis d'aller chercher ce ballon. C'est une action un peu litigieuse qui a fait parler après le match. Bon, l'arbitre n'a pas sifflé, je pense pas que c'est là-dessus non plus qu'ils auraient gagné le match chez Montpellier. Et donc Montpellier paye son manque d'inefficacité et surtout à l'inverse, Toulouse est très très efficace avec assez peu de ballons sur cette première mi-temps et donc c'est pour ça qu'il y a un écart aussi gros. Mais en deuxième mi-temps, le match change complètement avec d'abord le MHR qui marque tout simplement sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. On a cet essai donc de Rosto Picardo qui arrive donc dès le coup d'envoi de la seconde mi-temps avec Dupont qui laisse le ballon dans l'aire de jeu. On a une relance, Montpellier joue avec ses gros et on voit que la défense de Toulouse est plutôt en place et elle arrive à bien contenir les assauts des gros de Montpellier. Et donc face à ça, il faut tenter quelque chose. Et là, Domingo Miotti, il se retrouve avec un ballon
difficile à négocier, il n'a pas de solution sur l'extérieur, il n'a pas de solution avec ses gros, donc bah il tente, petit coup de pied par-dessus, magnifiquement joué, il le récupère et ça crée de la vitesse. Là la rupture elle est faite puisque les avants de Toulouse qui étaient très concentrés sur les avants de Montpellier n'ont pas le temps de se replacer actuellement. Ngandebe avait bien suivi le petit jeu au pied par-dessus de Miotti, il met de la vitesse et donc là on va se retrouver face à une situation qui va créer vraiment l'essai, c'est-à-dire que comme les avants de Toulouse ne sont pas replacés, on n'a que Roumat et Willis qui gèrent un peu. Le problème étant qu'il y a un danger sur l'extérieur avec les 3 quarts de Montpellier, donc Roumat est en alerte là-bas, mais qui garde quand même un œil sur Ngandebe. Jack Willis, pareil, il est plus proche d'Ngandebe, mais Jack Willis, on le connaît, il est déjà prêt à potentiellement aller au grattage sur la cellule de gros de Montpellier qui arrive là-bas, sauf que Ngandebe le voit très bien, crochet intérieur, il accélère, et après il se joue de Kinggord et Ntamak qui ne communiquent pas assez en défense, qui vont tous les deux sur Ngandebe, un offload, et Rusto Picardo va marquer du coup ce premier essai de Montpellier qui relance totalement le match. Et puis juste derrière, on a une action très litigieuse pour Montpellier, donc c'est ce fameux carton jaune de Mathis Lebel, avec du coup cette lutte avec Jordan ULSC, et pour moi, pour le coup, je trouve que l'arbitre a pris la bonne décision en ne mettant pas essai de pénalité, parce que déjà, premièrement, on voit très bien que ULSC a une course qui va vers Lebel pour l'empêcher de jouer le ballon, déjà, et puis même si à la faute de Lebel, il y avait des défenseurs de Toulouse qui revenaient, selon moi, avant d'autres joueurs de Montpellier, et surtout ULSC avait raté le ballon, il pouvait pas marquer, donc pour moi, le carton jaune est justifié évidemment, mais il y a le fait qu'il n'y ait pas d'essai de pénalité, c'est justifié aussi. Mais juste derrière, avec cette touche, Montpellier va perdre le ballon encore une fois en jouant à 5 mètres rapidement. Mohamed Awas, au lieu de jouer au rugby, simule, en tout cas cherche à avoir une faute. Au final, il se fait gratter, Toulouse peut se dégager. Et sur ce match, en fait, Montpellier va vraiment perdre à cause de son inefficacité dans les 22 mètres. On reparlera plus tard des statistiques, je vous ferai un petit peu les statistiques marquantes selon moi. Mais en fait, pour moi, il y a deux choses qui sont très intéressantes, c'est que Montpellier va avoir beaucoup plus le ballon, mais ne va rien en faire, ou quasiment rien en faire, une fois dans les 22 de Toulouse. Et à l'inverse, Toulouse va avoir assez peu de ballons, mais va être très efficace, pas forcément en termes de points marqués par entrer dans les 22, mais surtout en termes de danger effectué. Et surtout, Toulouse va savoir gérer son match, et ça revient à ce que je disais en tout début d'analyse, quand Toulouse marque le premier essai et gère le rythme du match. Là, ils ont clairement laissé Montpellier jouer parce qu'ils avaient confiance à leur défense, et dès qu'ils avaient le ballon, généralement, ils tapaient. Et Toulouse a beaucoup plus tapé que sur n'importe quel autre match de la saison, sur ce match, pour pouvoir mettre la pression sur Montpellier, car ils savaient qu'ils allaient leur mettre suffisamment de pression en défense pour ne pas concéder trop de points. Mais bref, retournons au fil du match. Et là, en fait, sur cette seconde mi-temps, il va s'enchaîner vraiment les actions de Montpellier qui vont pas réussir à marquer. Déjà, on a la 48e minute, on a un ballon qui est récupéré par Montpellier dans les 22 mètres de Toulouse, super ballon à jouer dans les 22 mètres, sauf que Duguid, au lieu d'aller chercher directement à l'extérieur, il est habitué à juste aller tout droit, donc il va tout droit. Le problème étant qu'il se fait gratter juste derrière, et c'est un ballon magnifique à jouer sur les extérieurs. S'il faisait sa passe, il y avait un énorme décalage, et ça pouvait clairement marquer. Et là, déjà, c'est un premier tournant. Ensuite, on a la 58e minute, juste avant la pause liée à l'orage, où on a un Moll qui est très bien défendu par Toulouse, 1,5 mètres de son en-but. Et au retour, Toulouse va avoir une mêlée qui se fait ouvrir par la mêlée Montpellier-Rennes à 5 mètres. Donc, nouvelle munition pour Montpellier, mais il la gâche une nouvelle fois. Heureusement pour eux, quelques minutes après, Montpellier va marquer avec Léo Colli à la suite d'une action assez débridée, puisque du coup on a le dégagement d'Antoine Dupont qui laisse une nouvelle fois le ballon dans l'aire de jeu, et là je trouve que Antoine Dupont s'est manqué là-dessus sur ce secteur de jeu. Il est bien relancé par Darmon, puis le jeu avec les gros s'organise, mais comme un petit peu pour l'essai de Picardo juste avant, il n'y a pas de réelle avancée, il n'y a pas de réelle rupture, la défense de Toulouse est en place. Et donc le jeu de Montpellier est désorganisé, sans vitesse, bref c'est pareil, il faut tenter, il faut amener un petit peu de folie. Et c'est là où il va y avoir une course qui va tout changer, c'est celle de Rusto Picardo. On a un ballon qui arrive sans vitesse de Léo Colli qui était placé en numéro 10, il lui met une passe tendue mais un peu molle, sans trop de vitesse, et là Rusto Picardo, au lieu de continuer à aller vers la touche, il va repiquer à l'intérieur et il va mobiliser 2 défenseurs de Toulouse. Donc là, ça va créer une rupture dans la défense, puisque la Toulouse qui contrôlait avec chaque joueur qui contrôlait son joueur, là, non, vu qu'il y a 2 joueurs de Toulouse qui sont mobilisés pour Rusto Picardo. Donc derrière, le ballon sort vite, Léo Colli amène de l'incertitude avec un soutien qui arrive à hauteur à son intérieur. Au final, on communique pas, puisque la défense de Toulouse est désorganisée sur le côté fermé, parce que certes, en termes de joueurs, ils sont bien. Il y a 3-3 plus Ramos qui, on va dire, est plus ou moins dans la ligne. Donc il y a même limite un surnombre défensif pour Toulouse. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas connectés entre eux. On voit Kroos qui a du retard parce qu'il était présent dans le ruck. Et du coup, il met du temps à arriver. Donc forcément, Barassi se rapproche de Kroos.
On a Kinghorn qui lui ne bouge pas, donc il y a un trou qui se crée entre Barassi et Kinghorn, et sachant que Ramos est trop loin pour intervenir, donc bref, Kohli voit ce trou, il s'engouffre dedans, et après, avec les cannes, il dépose Ntamak et il va marquer du coup l'essai qui peut vraiment relancer Montpellier en cette fin de match. Mais le problème, c'est qu'après Montpellier aura d'autres munitions, mais va encore une fois les gâcher. Et en fait, c'est intéressant, c'est que les deux essais qui marquent, c'est pas sur des actions dans les 22 où ils ont été patients, mais bien sur des ruptures, on va dire plutôt sur des exploits plutôt qu'autre chose. Donc on a notamment une nouvelle munition ratée à la 66e minute avec Thomas Darmon qui perce après une très bonne relance, mais qui se retrouve sans soutien réel, même si au final il se fait pas gratter le ballon. Derrière, bon, on sait pas quoi faire, on fait juste un temps, et puis après Kohli se débarrasse du ballon avec un jeu au pied. Et après, du coup, on a cette action à la 73e minute qui est vraiment pour moi une des pires actions de Montpellier sur ce match, puisque elle est préjudiciable dans la défaite. C'est-à-dire qu'on a une touche à 5 mètres avec un lancer pour Christopher Tolofoa, mais malheureusement, il va lober son bloc saut qui était du coup plutôt en 3e zone, on va dire en fin d'alignement, zone 3 ou zone 5, ça dépend des clubs, généralement c'est ça. Et sauf qu'il va être lobé en avant, et donc ballon récupéré par Toulouse. Et donc avec tout ça, Montpellier laisse échapper la victoire, et malgré tout, il y aura une dernière munition à jouer à la 78e minute, avec un ballon qui va être récupéré par Toulouse, percé de Barassi, et là on se retrouve avec Alexandre Roumat, intercalé en numéro 10, qui va un peu perdre sa lucidité, et qui va tenter une passe un peu molle, un peu flottante, interception de Donovan Taofifenua, qui joue derrière après contact avec Kado, qui retrouve Leninouchi, qui essaye de déborder ce même Alexandre Roumat qui était revenu en défense. Malheureusement, lui aussi, avec le manque de lucidité, il va remettre une passe Chistera bien trop compliquée à faire comme ça quand t'es à la 78e minute que t'es cramé, et donc c'était la dernière action du match, puisqu'après il y aura mêlée pour Toulouse, et donc victoire des Toulousains. Mais donc en fait vraiment ce qui est criant, c'est clairement ce manque d'efficacité de Montpellier quand Toulouse a beaucoup plus maîtrisé la rencontre, mais ça je vous l'ai déjà dit, et du coup on va appuyer ses propos avec des stats. En possession, Montpellier a eu 56% des ballons contre 44 contre Toulouse, ils ont eu également 64% d'occupation sur ce match, donc 36 pour Toulouse. Donc avec des stats comme ça, généralement, tu gagnes le match, à moins qu'il y ait une excellente défense en face, ce qui était le cas. Et si on regarde même les stats plus pointilleuses sur les ballons joués, il y a eu 153 passes pour Montpellier à 84 pour Toulouse, 143 ballons portés à seulement 68 pour Toulouse. En termes de mètres après contact, on est à 423 pour Montpellier, à 263 pour Toulouse. Et enfin, en franchissement, on est à 6 franchissements pour Montpellier, à 4 pour Toulouse. En gros, toutes les statistiques offensives sont en faveur de Montpellier, et pas qu'un peu, ils sont vraiment ultra à l'avantage de Montpellier. Sauf que le problème, c'est que Toulouse a été meilleur en défense et meilleur dans les zones de ruck, dans les zones de vérité, on va dire. Les points marqués par entrée dans les 22, c'est 1,2 pour Montpellier, donc c'est vraiment rien, c'est normal que tu perdes quand tu mets aussi peu de points alors que tu rentres aussi souvent. Il y a 14 entrées pour Montpellier pour seulement 20 points, contre 3,1 points par entrée pour Toulouse, ce qui est déjà mieux. Alors c'est pas énorme, mais c'est au moins une pénalité à chaque fois qu'ils rentrent dans les 22. Ils ont eu 6 entrées, ils marquent 28 points. En termes de turnover perdu aussi, Montpellier, ça illustre en fait cette possession, mais qui est du coup stérile, avec 22 ballons perdus. C'est vraiment énorme, contre 11 pour Toulouse, c'est 2 fois plus que Toulouse. Et en termes de ballons récupérés, pour le coup, Toulouse a été bien meilleur que Montpellier, puisqu'ils ont eu 11 turnovers gagnés, Toulouse, contre 4 seulement pour Montpellier. Et enfin, pour terminer les plaquages, bon, là-dessus, c'est à peu près similaire, on a 87% pour Montpellier et 89% pour Toulouse, mais là où il y a une grosse différence, c'est le nombre de plaquages effectués, parce que vous vous doutez bien qu'avec une telle possession, Montpellier a beaucoup moins plaqué que Toulouse. Ils ont seulement tenté 79 plaquages sur le match et ils en ont réussi 67, quand Toulouse en a tenté le double, tout simplement, 158 plaquages tentés pour 138 réussis. Enfin, dernière stat très parlante, c'est le nombre de jeux au pied. Montpellier n'a utilisé le jeu au pied que 21 fois sur le match, dont des fois où franchement ils étaient dans l'avancée, ils auraient pas dû. Et c'est bref, un jeu au pied tous les 7,3. Là aussi on n'est pas habitué à Montpellier qui avait plus l'habitude d'utiliser cette arme. Et à l'inverse, Toulouse, qui est une équipe qui joue assez peu au pied en temps normal, là, comme je disais, ils ont beaucoup plus joué au pied. Ils ont joué au pied 31 fois, et donc c'était un jeu au pied tous les 2,7 ballons. C'était assez marquant de voir cette stratégie-là adoptée par Toulouse. Enfin bref, l'analyse du match est à présent terminée. On va passer en vitesse aux joueurs marquants. Il y aura les tops, il y aura les flops, mais je vais aussi parler plutôt des joueurs en général. On va commencer par les tops, avec d'abord Jack Willis, forcément 4 grattages sur le match, et notamment des situations très dangereuses comme celle juste avant la mi-temps. Il a gratté des ballons lancés 22 mètres, bref, un poison dans les rugs comme on le connaît. Il a fait 17 sur 19 au plaquage et 2 plaquages dominants, c'est le meilleur du match. Grosse performance du capitaine. Et en top du côté de Montpellier, je vais aller sur Rosto Picardo qui était remplaçant mais qui rentre
assez tôt dans le match avec le KO de Arthur Vincent. Et du coup, en statistique offensive, il a touché 10 ballons. Il a parcouru 68 mètres avec le ballon en main, c'est le 3e meilleur total du match. Il a eu un franchissement, un essai. Et même en défense, il a rattrapé des coups, il s'est donné, puisqu'il a eu 7 plaquages réussis sur 8. C'est un des meilleurs plaqueurs montpelliérains. Du côté des flops, alors c'est un flop relatif parce que j'ai pas trouvé qu'il y ait des joueurs de Toulouse qui soient vraiment passés à côté sur ce match, mais on va dire qu'Emmanuel Meafou a eu un match assez bizarre, assez irrégulier. Il y a eu des moments où il a été très important. Il a récupéré des ballons. Il a été important aussi dans le dynamisme, comme sur l'essai, le 2e essai de Peato Movaca. Mais après, il s'est beaucoup mis à la faute. Il a eu pas moins de 2 pénalités contre lui. Même, il a été limite dans les rugs. On sait que c'est son jeu, mais là, il a été très limite. Il aurait pu être pénalisé plusieurs fois. Et aussi, il faisait partie de cette action, de cette séquence un peu spéciale avec Verag où ils se sont chambrés. Bon, c'est un flop relatif parce que je trouve qu'il a quand même fait du très bon sur ce match. Et enfin, pour moi, le vrai flop de ce match, c'est Donovan Taofifenua. Lui qui faisait une fin de saison en canon, ben là, c'est plutôt manqué. Je me suis noté tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait en mal plutôt pour vous dire. Déjà, dès son premier ballon, une mauvaise croisée qui va en touche à la 5e minute et qui amène après l'essai de Peato Movaca. Donc sur cet essai, il se fait avoir par Peato Movaca. Il croque un ballon aussi et il se fait amener en touche à la 17e. Sur l'action d'après, à la 18e, il fait un en avant sur un jeu au pied en l'air. Après, il a un ballon un peu cafouillé aussi sur un autre jeu au pied à la 23e qui amène la situation de Gabriel Ngandébé et qui au final va rapporter à 3 points pour Montpellier, mais en tout cas c'est pas rassurant. Malgré tout, il fait un très bon retour défensif à la 30e sur un essai de Toulouse qui aurait pu être marqué, mais c'est un peu une de ses seules bonnes actions du match, puisqu'après il va commettre encore 2 autres en avant sur des ballons plutôt tranquilles, notamment la 50e et la 70e. La 50e, il était vraiment tout seul dans ses 22, la 70e, bon, il y avait un peu plus de pression, mais bon, en tout cas, il a vraiment raté son match, et c'est dommage parce que malgré tout, en termes de mètres parcourus, c'est le 2e du match, avec 72 mètres parcourus en 11 ballons. Donc après, pour faire une petite revue d'effectifs, du côté de Montpellier, il y a aussi la 3e ligne qui me vient en tête. Les Minouchi, Billy Vonipola ont été vraiment à la pointe du combat, ont été très importants. Florent Verag, c'était moyen, c'est un peu comme Meafou, c'est qu'il donnait beaucoup, mais il était trop souvent à la limite. Florent Verag, il fait partie évidemment de cette action de chambrage, c'était bizarre. La première ligne remplaçante a aussi fait du bien, je trouve, à Montpellier, notamment les piliers, avec Wilfried Oungpatin et Enzo Forletta qui ont concassé la mêlée toulousaine. Christopher Tolofoa, plus en dents de scie, avec notamment cette touche à la 73e qui n'est pas assurée. Et aussi, j'ai bien aimé la rentrée de Thomas Darmon, qui n'est pas un joueur grandiloquent, on n'en parle pas beaucoup, mais là, il a fait 2 bonnes relances, des bonnes percées. Il a fait plutôt une bonne rentrée dans un contexte pas facile. Enfin bref, du coup, cette vidéo est à présent terminée. Il y aura normalement 2 autres vidéos durant le mois d'août, notamment mon 15 type de la saison et aussi la vidéo preview du top 14 qui arrivera du coup début septembre avant que la saison reprenne. Bourrichon, normalement, je dis bien normalement, reprend l'an prochain. Et ça pour le coup c'est sûr, si ça reprend, ce sera pas dans ce décor, ce sera autre part puisque je vais à Marseille pour les études, voilà, donc je serai Marseillais l'an prochain pour les 2 prochaines années, donc j'aurai un nouveau décor. Si le temps me le permet, je pourrai continuer les vidéos, mais ce n'est pas sûr, du moins vous aurez pour sûr 2 vidéos dans l'été et après on verra. Enfin bref, merci pour cette saison encore une fois, pour tout le soutien apporté. Merci à tous les nouveaux qui sont venus, je me suis lancé sur aussi les formats courts et ça vous a pas mal plu, je fais des bonnes stats aussi, donc vraiment merci beaucoup pour cette saison. On se revoit durant l'été pour les 2 vidéos dont je vous ai parlé. C'était Bourrichon, ciao ciao.